The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. De nos jours, nous sommes confrontés à une catastrophe d'origine humaine. Le réchauffement climatique n'est plus un risque lointain. C'est une réalité brutale qui redessine déjà les contours de notre planète. Si nous n'agissons pas, l'effondrement de nos civilisations et l'extinction d'une grande partie du monde naturel se profileront à l'horizon. Les peuples du monde entier ont déjà lancé l'alerte. Leur message est clair, le temps presse. La quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est maintenant 50% plus élevée qu'en 1990. Non seulement nous en émettons toujours plus, mais nous détruisons les seuls remparts naturels capables de les absorber, les forêts. Nous abattons des millions d'arbres chaque jour au rythme effréné d'une économie qui refuse de ralentir. Les flammes ne s'arrêtent plus, des milliers d'hectares partent en fumée, chaque été de plus en plus tôt, chaque incendie plus violent que le précédent. Et puis vient l'eau, les pluies ont englouti les rues, les caves, les souvenirs, des vies ont été emportées. Ce ne sont pas des accidents, ce ne sont plus des anomalies, ce sont des symptômes. Les signes visibles d'un dérèglement global. Notre rôle en tant qu'architecte est crucial. Le secteur de la construction représente à lui seul près de 40% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Chaque décision que nous prenons, un matériau, une orientation, une densité, est un acte politique. L'étalement urbain, encouragé par des décennies de croissance sans limite, dévore les terres agricoles. Chaque mètre carré gagné sur la nature est un mètre carré perdu pour l'avenir. L'architecture de demain ne peut plus être celle d'un monde sans contraintes. Elle doit être celle d'un monde conscient. Nous sommes la génération qui n'a plus le luxe de fermer les yeux. Nous ne pourrons pas dire « nous ne savions pas ». Parce que nous savons. En tant qu'architecte, nous avons le devoir et le pouvoir de faire autrement. Réhabiliter, repenser. Reconnecter l'humain à son environnement. Pour comprendre où nous allons, il faut d'abord regarder d'où nous venons. La crise climatique plonge ses racines dans la révolution industrielle, dans la fumée noire des cheminées, dans les bourdonnements des machines à vapeur. C'est là que tout a commencé. Le progrès, l'innovation, et avec eux, l'extraction massive, l'exploitation du charbon, la combustion sans conscience. En Belgique, cette histoire a laissé des cicatrices, mais aussi des symboles. Parmi eux, Bois du Luc. Ce site minier est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un lieu figé dans le temps, mémoire d'un passé ouvrier, d'une époque où l'on descendait à 900 mètres sous terre pour chauffer le monde d'en haut. Mais aujourd'hui, quelle place donner à ces vestiges du charbon dans un monde qui cherche la lumière ? Comment faire de ces monuments du passé des leviers pour un avenir durable ? Redynamiser Bois du Luc, ce n'est pas effacer le passé, c'est faire de ces anciens lieux de labeur des espaces de réflexion, d'innovation, d'expérience architecturale et sociale. Ce que nous y construisons dira beaucoup de ce que nous avons compris de notre époque. Un monde où l'air est saturé de CO2, où les ressources s'épuisent plus vite qu'on ne peut les nommer. Un monde laissé à genoux par l'ambition de quelques-uns et l'inaction de tous les autres. Et vous, que ferez-vous de ce constat ? Que ferez-vous de cette image que vous voyez dans le miroir ? Continuerez-vous à détourner le regard ? Ou choisirez-vous enfin d'agir ? Malgré sa richesse historique, Bois du Luc a laissé des traces profondes dans le sol par son exploitation minière. En effet, quand on pense à la pollution, on lève les yeux vers le ciel, vers le CO2, la couche d'ozone, les fumées. Mais il existe une autre pollution, plus discrète, plus silencieuse. Elle se trouve sous nos pieds. Aujourd'hui, ces terres polluées sont en grande partie impropres à la culture ou à l'urbanisation. Elles freinent le développement local. Or, dans un contexte où les ressources agricoles se raréfient, où les circuits alimentaires deviennent de plus en plus dépendants des pays environnants, la terre redevient une ressource stratégique. C'est un vecteur de vie, de production et d'autonomie pour les territoires.
L'alimentation, besoin fondamental de l'être humain, se trouve ainsi au cœur des enjeux écologiques, sociaux et économiques. Restaurer la capacité nourricière d'un sol minier devient une action symbolique. Elle interroge nos liens au territoire, à l'histoire locale et à la manière dont on peut reconstruire une autonomie alimentaire à l'échelle d'un quartier. C'est là que notre projet prend tout son sens. Nous avons choisi d'écouter la nature et peut-être de la laisser, cette fois, nous montrer le chemin. Chaque année, des millions de tonnes de polluants contaminent nos sols, nos rivières et nos nappes phréatiques. Métaux lourds, hydrocarbures, solvants, pesticides, la nature étouffe. Il existe pourtant une réponse. Silencieuse, verte, persistante. La nature, elle, n'abandonne jamais. Certaines espèces ont développé une capacité extraordinaire. Absorber, capter, filtrer les polluants du sol. Cette méthode, on l'appelle la phytoremédiation. Lui, c'est un métalleux. Non, réellement, il adore le métal. Le bouleau accumule des métaux comme le cuivre ou le nickel grâce à sa sève qui contient 25% de métal en plus que des minerais bruts de ces éléments. Ces arbres et plantes accumulateurs sont plantés dans les zones polluées pour extraire les métaux lourds et polluants du sol, les empêchant ainsi de rejoindre les nappes phréatiques ou cours d'eau à proximité, ce qui finit par rendre les terres viables d'utilisation comme pour l'agriculture. Ces plantes, une fois poussées, sont traitées pour extraire le métal et ainsi générer de nouveaux profits. Toutes les plantes sont capables d'absorber certains métaux du sol. Ils sont utilisés dans des processus indispensables à leur survie. Le nickel, par exemple, est essentiel au cycle de l'azote des plantes pour une bonne photosynthèse. Mais certaines plantes contiennent moins de 0,0005% d'un élément et une quantité absorbée supérieure à ce taux est souvent toxique, voire mortelle. L'excès d'un métal inhibe la division cellulaire de certaines plantes et nuit à la chlorophylle nécessaire à la photosynthèse, ce qui conduit à une mort certaine. Alors comment les accumulateurs font-ils pour absorber de telles quantités de métaux ? Il ne s'agit pas simplement d'une question de plantes absorbant davantage de métal provenant d'un sol riche en nutriments. Les plantes qui accumulent du métal absorbent activement beaucoup plus de métal que la normale, et elles le font en produisant beaucoup plus de protéines spéciales que les plantes normales. Des protéines spéciales nommées phytochélatines transportent le métal dans les feuilles et le piègent dans des poches isolées à l'intérieur des cellules, aidant ainsi la plante à échapper miraculeusement à la mort. C'est ainsi que la dépollution se fait et que les polluants présents dans le sol finissent par être absorbés. À Bois-du-Luc, cette démarche prend une dimension symbolique forte. Sur ces sols marqués par l'histoire industrielle, nous planterons des espèces capables de dépolluer. Des saules, des peupliers, des bouleaux, des roseaux, des brassicacées. Chaque plante deviendra un agent de transformation, un maillon entre la mémoire et le futur. Pendant 30 ans, ces plantes purifieront, filtreront, transformeront lentement les sols contaminés. Et quand en 2060 cette terre sera enfin saine, alors une nouvelle vie pourra y germer. Là où on extrayait le charbon, on cultivera les fruits et les légumes d'un avenir sobre et local. Les anciennes zones minières deviendront des terres nourricières. Cette transformation est lente, oui, mais elle est profonde, durable et fertile. Elle dépasse le geste architectural pour devenir un acte de territoire. Une trajectoire en 3 phases, 3 étapes clés, 3 visions d'un même territoire transformé par le climat, mais aussi par l'action humaine. Chacune d'elles porte un souffle nouveau, une réponse, une espérance. Phase 1, année 2025. La Terre porte encore les cicatrices d'un siècle d'industrialisation. Le climat, lui aussi, vacille. Depuis 1900, la température a gagné plus de 1,5 degré. Les saisons deviennent imprévisibles, les vagues de chaleur et les sécheresses extrêmes se multiplient. Mais c'est ici que naît un projet, une réponse douce et végétale à un monde abîmé. C'est le temps de la phytoremédiation. La terre se soigne, le sol respire, l'avenir peut s'enraciner. Année 2060, phase 2. Les sols sont enfin dépollués.
La première page d'un nouveau paysage agricole s'écrit. Mais le climat, lui, a continué sa course. La température mondiale frôle les plus 2 degrés. Les événements extrêmes s'intensifient. Sécheresse longue, inondations soudaines. Et pourtant, la vie reprend. Des cultures nouvelles apparaissent, témoins d'une adaptation nécessaire, mais aussi d'une nouvelle richesse. La terre est nourricière à nouveau, différente, plus méridionale, mais résolument vivante. Le paysage change, s'ouvre à d'autres horizons. Année 2100, la dernière phase. Le monde a basculé. Le climat est monté à plus 4 degrés. Sécheresse prolongée, incendies, pluies diluviennes, érosion des sols, la nature se déchaîne. Et l'humain n'a plus le choix. Il doit s'adapter. L'architecture devient vivante, mobile, réactive. Les bâtiments respirent, collectent, protègent. L'architecture devient climat. Et la Terre, une fois encore, produit ce qu'elle peut, ce qu'on lui permet. 3 phases, 3 temps, 3 visages d'un même lieu. Du soin à la récolte, de l'adaptation à la transformation, notre projet trace une ligne du temps où chaque racine raconte une histoire. Celle d'une terre guérie, d'un climat apprivoisé et d'une humanité debout. Le site du Bois du Luc, ancien témoin d'une époque industrielle aujourd'hui révolue, fait face à une problématique environnementale majeure, la pollution de ses sols. Pour répondre à cet enjeu, la première phase du projet s'inscrit dans une démarche de dépollution par la phytoremédiation. Cette intervention inaugure un renouveau global du site où patrimoine, paysage et architecture dialoguent pour dessiner les bases d'un futur durable et résilient. La balade commence devant l'ancienne maison du directeur, point au culminant du site, ancien symbole de pouvoir et de contrôle central. Face à cette mémoire forte, nous avons choisi une réponse résiliente. Un geste architectural et symbolique qui opère un basculement. Ce n'est plus le pouvoir hiérarchique qui régit sur le site, mais la connaissance et la recherche grâce à un laboratoire scientifique complété d'un pôle muséal ouvert au grand public. Le thème abordé dans un premier temps au centre de ces espaces est la phytoremédiation. Ensuite, à une échelle plus globale, il se déclinera sur le réchauffement climatique qui exigera une évolution de l'architecture. Plutôt que de nier l'histoire minière ou de construire en rupture, nous avons choisi de travailler avec le sol et non contre lui en imaginant une intervention enterrée. Ce geste architectural n'est pas anodin. Descendre dans la terre, c'est faire un clin d'œil aux galeries minières, mais aussi entamer une transition symbolique, passer d'un sol mort à un sol vivant. Le parcours se poursuit à travers les plantations dépolluantes. Cette balade permet une expérience immersive et sensorielle au sein des processus naturels en cours. Des dispositifs pédagogiques expliquent aux visiteurs les types de plantes utilisées et leur rôle spécifique. Les visiteurs passent à proximité du SAICOM et du nouveau projet d'archives où l'architecture s'est prolongée en écho à la typologie existante afin de répondre à la nouvelle programmation. Le projet s'inspire des gabarits existants pour créer un miroir contemporain. En passant à l'arrière du laboratoire, on retrouve des jeux pour enfants intégrés dans le paysage. La balade, au sein des plantes de phytoremédiation, se poursuit en hauteur sur un cheminement sur pilotis, s'adaptant au terrain et passant au-dessus de noues paysagères destinées à récupérer les excédents d'eau pluviale. Le chemin nous guide jusqu'au pavillon circulaire en bois constituant une aire de repos et d'accueil pour les écoles. Des installations en plein air permettent d'offrir des contenus visuels lors de nocturnes. Des observatoires complètent l'expérience immersive afin de multiplier les points de vue panoramiques sur l'ensemble du site. On continue la balade jusqu'à arriver à la halle polyvalente qui s'intègre respectueusement à la nature au sein des arbres existants. Elle est destinée à des événements et activités culturelles, marchés locaux, festivals et concerts. Le pavillon circulaire et la halle polyvalente ont été réfléchis pour évoluer dans le temps et s'adapter au climat. Nous avons pensé à les implanter sur pilotis en prévision du changement climatique. Leur évolution sera abordée lors des phases 2 et 3. 2060, soit 35 ans plus tard, les sols sont dépollués. Ils peuvent à présent accueillir des zones de culture et de production alimentaire. Les scientifiques du laboratoire développent de nouvelles méthodes de recherche pour mettre au point les aliments adéquats en fonction du climat. Réversible par sa conception, le pavillon circulaire évolue en restaurant. En conservant sa structure déjà existante, nous venons refermer l'espace avec des parois vitrées. Du jardin à l'assiette, les visiteurs retrouvent des plats issus des cultures produites au Bois du Luc.
Tout comme le pavillon circulaire, la halle polyvalente évolue et accueille une pépinière ouverte au public. Les citoyens pourront repartir avec leurs graines adaptées au climat de demain et leurs plantes afin de s'inspirer du site à l'échelle de leur jardin. Cette deuxième phase recentre le projet sur l'alimentation. C'est un levier de résilience et d'action quotidienne. Le Bois du Luc devient un lieu qui nourrit autant les corps que les consciences. 40 ans plus tard, 2100, le réchauffement climatique a parlé. Des épisodes extrêmes se multiplient. De grandes sécheresses face à des inondations abondantes. Le climat se dérègle et face à cette réalité, nous avons réagi. Les ressources, notre nouveau défi. L'eau, désormais surnommée l'or bleu, est devenue une denrée précieuse. L'énergie solaire, abondante dans un monde surchauffé, est devenue l'un des piliers de notre résilience. Mais produire ne suffit plus, il faut stocker. En réponse à ces enjeux, nous avons imaginé des parapluies récupérateurs d'eau, repliables avec des panneaux solaires intégrés. Ces dispositifs sont réfléchis afin d'allier eau potable et énergie. Au lieu d'un parapluie à sommet convexe, celui-ci présente une structure concave qui recueille l'eau, l'écoulant le long de la tige jusqu'au sol, où se trouve un mécanisme de collecte et de filtration. Grâce à la filtration au charbon actif, il filtre l'eau de pluie. Un parapluie permet de récolter jusqu'à 100 000 litres d'eau par an. Un parapluie n'occupe pas plus de 0,1 m² et offre une zone de captage de 33 m². De plus, l'installation fait également office de dispositif solaire. Elle stocke l'énergie solaire le jour et fournit un éclairage direct la nuit. Avec le réchauffement climatique, la carte agricole du territoire a été profondément bouleversée. Là où autrefois régnaient les pommes et les poires, on cultive désormais des melons, des figues, des mangues, des pois chiches et des avocats. Des espèces méditerranéennes et tropicales, jadis inenvisageables en plein cœur de la Belgique. Elles se sont acclimatées aux nouvelles températures et au sol désormais plus sec en été. Au Bois du Luc, nous avons choisi de repenser le patrimoine par le sol, par le paysage, par les usages quotidiens. Ici, la terre elle-même devient un support de mémoire et d'action. En plaçant le sol au cœur du projet, nous réaffirmons une conviction forte. C'est par le paysage et l'usage quotidien que le patrimoine s'ancre dans les consciences. C'est à travers cette écologie appliquée, visible et concrète, que se joue une mise en valeur patrimoniale nouvelle. C'est là que commence la prise de conscience citoyenne, à hauteur de jardin, de repas, de gestes. Le revêtement de sol en coquillage broyé est un matériau perméable et drainant. Il lutte contre les inondations tout en valorisant une ressource naturelle locale. Pour ce faire, les coquilles sont collectées, broyées, puis compactées avec un liant naturel. L'écorce d'agrumes est une matière organique locale pouvant servir à créer des mobiliers biosourcés, alliant durabilité et identité culturelle. Une seconde vie pour les fruits du territoire. La toiture végétalisée est un refuge pour la biodiversité. Elle régule le climat et capte l'eau de pluie. Un toit fertile, devenant un paysage productif. Bienvenue face au mur des saveurs du futur. Nous sommes en 2100, le climat a changé et notre agriculture avec lui. Vous y trouverez des fruits tropicaux et méditerranéens, produits désormais en Belgique, et pour les plus téméraires, des insectes. Bonne dégustation à vous! La terre, elle qui était là avant nous, silencieuse, généreuse et infiniment patiente. La nature, elle qui depuis toujours nous parle. Regardez-la, notre planète, majestueuse, vivante. Elle qui n'a jamais cessé de créer la beauté. Mais aujourd'hui, ces mots deviennent des cris. Elle ne se venge pas, elle nous alerte. Pourtant, même abîmée, la terre guérit. Elle est capable de se soigner si on l'accompagne. Par les plantes, par les racines.
c'est le pouvoir discret de la phytoremédiation. Une nature qui, en silence, répare ce que nous avons brisé. Encore faut-il l'écouter, encore faut-il lui laisser la place, chaque choix compte. Manger local, c'est honorer la terre d'ici, c'est soutenir ceux qui la cultivent et réduire notre empreinte. Cuisiner ce qu'elle nous offre, selon les saisons, avec conscience. Être architecte aujourd'hui, c'est plus que bâtir. C'est choisir les bons matériaux et c'est dessiner avec justesse. Construire, ce n'est plus imposer à la terre, c'est cohabiter avec elle. Tout n'est pas perdu. Chaque jour est une chance de faire mieux, de réparer, de protéger, de transmettre. Pour que demain, ceux qui marcheront sur cette terre puissent encore la regarder avec émerveillement et se dire « On a choisi de prendre soin et ça a tout changé ». À l'aube de notre métier d'architecte, nous n'avons pas toutes les réponses, ni toutes les armes. Mais nous apprenons que bâtir, c'est espérer. Et qu'à force de petits gestes, l'avenir s'esquisse autrement. Car si nous manquons encore de certitude, nous avons une voie, une vision. Et surtout, l'espoir.